Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, il était une fois l'être à loup. Comment vivre avec un enfant atteint d'un handicap? Quelles incidences pour l'ensemble de la famille? Mais qui est loup? Pour le découvrir, je vous invite à le regarder chanter. Loup, je m'appelle Loup. Voyez, je suis fait comme vous. Si ce n'est que où que j'aille, je n'ai que mon piano, ma canne blanche et le braille. Loup, je m'appelle Loup. Voyez, je suis fait comme vous. Si ce n'est, je vous l'avoue, que dans mon trou je traîne beaucoup. Oui, j'ai peur du malheur, torpeur d'un monde en fureur, la gestion de mes émotions. À chaque tension, je fais le hérisson. Je sais, la vie est relou, elle nous fout des coups de bonbon, nous entaille, dresse des murailles, nos rêves s'écaillent, quelle bataille. Je lutte contre mes tics, mes tocs et toutes leurs cliques. Certains me disent autiste, mais j'y peux rien si j'aime tant la musique. Je kiffe les harmoniques, les notes mélodiques. Quelque part, je suis un artiste. La zik et moi, c'est magique. Moi, mais censé louer, toucher, qu'on vous interdit pas d'odorat. Un goût réduit, ça me donne quand même souvent bien du souci. Ainsi est faite ma vie, je ris, je pleure, je crie, parfois je manque de courage quand il faut tourner la page. Papa, maman me disent que personne fait à sa guise, que l'amour rend bien plus fort. C'est vrai que la tendresse est ce que j'adore. J'ai besoin de gros câlins, qu'on m'aide, qu'on me tende la main, que l'on rit. C'est ce que je kiffe pour vivre dans le positif. Loup, je m'appelle Loup, dites-moi, ne suis-je pas comme vous? À chacun ses périls, pour chacun la vie est difficile. On a tous nos souffrances, nos peurs, nos espérances, nos fractures et nos blessures, et notre peur du futur. Vous, je m'adresse à vous, dites-moi, est-ce donc si fou de se dire qu'il y a toujours pire, qu'il faut sourire même au dernier soupir? Vous, je m'adresse à vous, il faut nous tenir debout et sans fin se tendre la main, oser se faire des câlins. Loup, je m'appelle Loup, voyez, je suis fait comme vous. Si ce n'est que où que j'aille, je n'ai que mon piano, ma canne et le braille. Loup, je m'appelle Loup, Loup, c'est moi, c'est vous. Loup.
Luc Bolland, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Luc Bolland, vous êtes réalisateur de films, vous êtes administrateur délégué de l'Extraordinary Film Festival, président de la plateforme Annonce Handicap, président de la fondation Lou et papa de ce dernier. Et parmi les films que vous avez réalisés, il y a ce film qui est consacré à votre fils et qui s'intitule Lettre à Lou, dont le DVD est évidemment disponible. Alors, pourquoi avoir voulu réaliser un tel film? Mais quelque part, en guise de catharsis, c'est une aventure qui n'est pas toujours facile. Et il se fait que quand Lou avait 5-6 ans, que sa différence se marquait très fort, et on voyait les regards des gens se poser sur lui et tout, j'ai eu un petit épisode dépressif et j'ai eu le besoin de raconter cette aventure. Et à la fois aussi pour témoigner de ce que pouvait être le vécu d'une famille vis-à-vis du handicap d'un enfant. Et ce n'était pas trop difficile de faire entrer quelque part la caméra dans votre intimité familiale et de la partager à tout le monde? Si. D'ailleurs, au départ, mon épouse a marqué son veto. Et donc, j'ai commencé d'abord par un blog. C'était le tout début des blogs. Personne ne connaissait ça. Donc, je lui ai dit... personne ne va s'y intéresser. Et on a eu immédiatement des dizaines, voire des centaines de réactions. Et c'est suite à ces réactions-là que mon épouse s'est dit « Je comprends éventuellement l'intérêt de témoigner, de raconter cette aventure. » Et c'est comme ça qu'on est parti dans l'aventure du documentaire. Eh bien, je vous propose peut-être de commencer alors avec un premier extrait de ce film, Lettre à Lou, pour que nous puissions bien comprendre ce que votre famille a traversé lors de l'annonce du handicap de votre enfant. Petit loup. Tu es né le 12 août 1998, la nuit des étoiles filantes. Je m'amuse souvent à imaginer que tu es venu de l'une d'elles, qui a choisi d'atterrir dans notre jardin. Il est où, tu crois? Il est là. T'as vu qu'il s'appelle? Il a ouvert un œil. Oh. Il est mignon. Ah oui. Les premiers jours, rien ne nous annonce que ta planète est si différente de la nôtre. Voilà le premier petit déjeuner à 5. Coucou Loulou. Loulou qui fait sa première maladie aussi. Voilà le petit Loulou. On l'aura vu. Tu as 3 semaines lorsque nous comprenons que quelque chose ne va pas. Ton absence de réaction visuelle devient évidente. Voilà le petit cousin. L'un côté de l'autre. Tu sens Loulou, il y a Jeanne qui te touche, hein? Il y a Jeanne à côté de toi. Oui. Oui. Et puis, il y a cette soif permanente, de jour comme de nuit. Les examens se succèdent sans résultat. Trois mois plus tard, une résonance magnétique permet enfin de poser le diagnostic. Votre fils est atteint d'une malformation congénitale très rare du cerveau, 1 cas sur 10 millions. C'est une maladie orpheline qui s'appelle le syndrome de dysplasie septo-optique. Je vous explique. Votre fils a les nerfs optiques atrophiés, il est donc aveugle. On s'en doutait. C'est aussi à cause de ce syndrome que Lou a toujours soif. Il a une hypophyse sous-développée. Pardon ? L'hypophyse est une glande dans le cerveau qui régule tout le système hormonal. Dans le cas de Lou, elle n'est pas assez développée. Par conséquent, son corps ne retient pas l'eau et il se déshydrate très vite. C'est fréquent avec ce syndrome. Mais rassurez-vous, cela se contrôle très bien par une prise quotidienne de médicaments et des examens réguliers. Une dernière chose encore, Lou n'a pas de septum. De quoi ? De septum. C'est une membrane qui sépare les 2 hémisphères du cerveau et dont on ne connaît pas bien encore l'utilité. Certains enfants grandissent normalement sans cette membrane, mais d'autres enfants souffrent d'un handicap mental plus ou moins sévère. Il est impossible aujourd'hui de déterminer les futures capacités intellectuelles de Lou. Au plus tôt, un diagnostic pourra être posé à l'adolescence.
Luc Bolland, comment s'est vécue l'annonce du handicap de votre enfant? Très bien, paradoxalement, malgré mes engagements autour de cette thématique-là, mais très bien. Ça a mis du temps. Il a fallu le temps que les médecins se persuadent qu'il y a un vrai problème pour qu'on fasse une résonance magnétique qui donne le diagnostic. Mais sinon, vraiment, ça s'est très très bien passé. Il y avait un médecin, il y avait un psychologue, il y avait une assistante sociale. Sur ces aspects-là, il n'y avait rien à redire. Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, les médecins sont vraiment préparés à l'annonce de ce genre de situation aux parents, ou bien vous avez été un peu une exception? Non, on n'est pas une exception. Il y a des annonces qui se font très bien, mais le gros problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on forme des médecins comme on forme, je m'excuse de le dire, des garagistes. Ils vont connaître parfaitement le moteur et tout le système, mais on ne leur apprend pas la relation au client. Et c'est extrêmement important, et il manque dans le cursus universitaire tout un travail sur la relation au patient. Et quelque part aussi, l'annonce d'un diagnostic de déficience, c'est un échec de la vie. Et en regard de ça, un médecin qui choisit de faire ce métier, il le fait pour sauver des vies. Donc il se trouve totalement démuni, et donc la souffrance, elle est des deux côtés de la table, et donc c'est extrêmement important d'armer les médecins, de leur apprendre justement ça, et puis surtout de leur expliquer l'importance de l'accompagnement des personnes. Il ne suffit pas de poser un diagnostic, il faut ensuite mettre en œuvre tout l'accompagnement qui est nécessaire auprès des familles. C'est un échec de la vie, ou c'est un échec d'une certaine vision de la vie? J'aime bien. C'est plutôt un échec d'une certaine vision de la vie. Mais on est effectivement aujourd'hui dans une société absolument performante où on doit être le meilleur en tout, ou en tout cas dans des domaines, on cherche toujours l'exception, la perfection. Et c'est clair que la déficience, à ce niveau-là, apparaît comme un échec, alors qu'elle est justement simplement une différence. Et c'est ça toute la difficulté, surtout dans le monde vers lequel on va. Dans la séquence qu'on a vue, on voit ces deux grandes sœurs. Comment est-ce que ces deux grandes sœurs ont apprivoisé cette différence? Elles l'ont pris, elles étaient jeunes tout d'abord. Je dirais la grande sœur, elle a un peu plus accusé le coup en disant mais il ne pourra pas faire ceci, il ne pourra pas faire ceci, il ne pourra pas faire cela. Et puis soudain, elle a eu une réaction d'un enfant en se disant ah, étant aveugle, ce sera le meilleur à Colin-Maillard. Ça, c'est le regard de l'enfance. La plus petite sœur, elle n'a pas tout de suite compris, mais elles se sont toutes les deux accommodées de la réalité. Quand on vit au contact de la différence, on l'accepte. C'est une évidence, et c'est peut-être là justement le problème de la société, où quelque part, les personnes porteuses de handicap, on essaye un peu de les écarter de la société. Vous avez eu ce sentiment-là que le regard qui était porté sur votre fils est parfois un regard un peu de peur ou de crainte par rapport à cette différence? Oui, tout d'abord, la cécité fait peur. C'est le sens le plus important et essentiel pour nous, et c'est ce qui fait que il a largement contribué à notre développement intellectuel, et puis c'est le sens qui nous met le plus à l'abri du danger aussi. En regard de ça, je m'excuse, j'ai oublié la question. C'était savoir si l'approche de cette, justement de la différence, c'est quelque chose qu'elles ont pu acquérir facilement. Oui, bien sûr, parce que voilà, dans le regard des autres, on le retrouve très, très évidemment, et c'est normal. On va tous être attirés par quelque chose d'anormal dans le comportement de l'autre. Ça va attirer notre attention. Porter un regard, ce n'est pas un problème. Le problème vient quand le regard devient insistant. Et là, ça arrive effectivement trop souvent. Et c'est ce que j'expliquais en introduction. J'ai commencé à Beaufort en souffrir quand Lou avait 5 ans, parce qu'il faisait des petits gestes de répétition, etc. Donc quand on était dans un lieu public, tout le monde était en train de regarder Lou avec sa spécificité bizarre, alors que voilà, simplement, il avait besoin de bouger son corps pour le sentir vivre, étant aveugle. Mais je vous propose peut-être alors de voir une deuxième séquence de votre film où on voit justement Lou à cet âge, plus ou moins à cet âge-là, où la différence peut-être se marque plus fortement cette fois. Viennent les étés et les vacances. Elles sont un prétexte pour reprendre ma caméra. J'ai besoin de mon regard, de mon filtre. 24 heures sur 24 avec toi. On y va! Je suis submergé de questions qui restent parfois sans réponse. Comment te motiver à marcher, à aller vers les autres? Quand un enfant se met à ramper, à avancer à 4 pattes et puis à marcher, il le fait par mimétisme et à la vue de ce qui l'attire. Mais toi, et puis, comment arriver à te décrire, à t'expliquer le monde sans la vue?
C'est quoi la mer? Et le ciel? Et le soleil? Tu sens la chaleur du soleil? C'est une boule de feu qui est loin, très très loin. Et elle nous donne la lumière dont nous, les voyants, avons absolument besoin. Sans elle, nos yeux seraient inutiles et nous serions comme toi. Mais tu es bien loin de mes préoccupations et tu es heureux de vivre. Nous tentons vainement de t'expliquer que la nuit est faite pour dormir. Mais pour toi, hormis le calme, il n'y a aucune différence. Tes yeux ne voient pas le temps qui passe. Qu'est-ce que tu fais là, mon coquin? Qu'est-ce que tu fais là? Il faut faire dodo, mon petit. De ton lit. Ton lit devient ton refuge, ton nid, le lieu idéal pour de grands monologues. Elle est où la tute? Elle est là, la couette. Il n'y a plus de petits loups. Coucou. À 2 ans et demi, attiré par le feu, tu te lances. Tu trouves l'équilibre sans la vue. Et je découvre que ce que tu entends est aussi stimulant que ce que nous voyons. Où tu vas? Où tu vas? Au secours. Boum, c'est papa. Vacances de Pâques. Le monde s'ouvre à toi, infini, enfin presque. Je suis ému de ta confiance aveugle. Deux photos prises ce jour-là me bouleversent. Ton expressivité, rare chez un aveugle de naissance, est surprenante. Tu es un livre ouvert, la sincérité absolue puisque tu ne peux pas, comme nous, imiter les autres. Tu me fascines de plus en plus. Luc Bolland, comment avez-vous dû adapter votre vie de famille, peut-être même votre vie professionnelle, suite à l'annonce du handicap de votre enfant? Dans un premier temps, on n'a pas dû faire grand-chose. Un bébé est un bébé. C'est ensuite au fil du temps, toutes les prises en charge adaptées qu'il faut faire pour lui. Et puis surtout, il nous a fallu, et c'est surtout sa maman, suppléer aux carences de l'éducation scolaire à son niveau. C'est sa maman qui lui a appris le braille. Parce que quand on se retrouve confronté avec un enfant polyhandicapé avec plusieurs pathologies, Lou a une déficience mentale, plus la cécité, ça nécessite des moyens énormes éducatifs que l'enseignement même spécialisé ne peut pas offrir aujourd'hui en Belgique. Donc ça nécessite beaucoup de temps à consacrer à lui. Au niveau professionnel, ça n'a rien changé ni pour mon épouse ni pour moi-même, sauf que voilà, avec ce documentaire, il se fait que j'ai mis mon petit doigt là dans le secteur du handicap et qu'aujourd'hui j'ai changé de métier. Je n'ai plus le temps de réaliser des films et que maintenant je me consacre entièrement au handicap. Et justement, lui, Lou, par exemple, c'est un full-time job quand même de s'occuper de lui. Est-ce que vous pouvez prendre du temps sans lui ou bien sa présence est... Mais c'est clair. Enfin, d'une part, il faut se dire que, hélas, quand l'entourage apprend qu'on a un enfant handicapé, eh bien, quelque part, on peut rayer une bonne partie de son carnet d'adresses. Ça, tous les parents d'enfants porteurs de handicap vous le diront. C'est pas la peur du handicap, c'est la difficulté de communiquer. Comment trouver les mots, être en empathie avec l'autre. Et souvent, quand on ne trouve pas les mots, on n'ose plus s'adresser à l'autre. C'est comme ça qu'on perd le fil. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est vrai, oui, quand on a un enfant qui est médicalisé comme Lou ou qui a une déficience mentale, les gens ont peur de le prendre en charge. Donc, ça limite très fort les babysitting, les possibilités de sortie, etc. Et de nouveau, nous avons énormément de chance avec Lou. On a en tout et pour tout 4 week-ends par an, du vendredi soir au dimanche début d'après-midi, où on peut penser à nous.
En dehors de ça, c'est vrai qu'en dehors de la scolarité de Lou, quand Lou est à la maison, on doit s'occuper de lui, on doit le stimuler, sinon il reste dans sa bulle et il ne progresse pas. Donc oui, c'est du full-time job en dehors de la scolarité. Les vacances, les 2 mois de vacances, il faut s'en occuper, il faut lui donner des activités. Et là aussi, le problème, c'est qu'il manque cruellement à la fois de services de répit. Il y a un répit auquel Lou va une journée par mois maintenant depuis quelques années, mais ça reste encore très, très, très limité. Et donc, nous avons de la chance, mais quantité de parents n'ont aucune solution de répit. Ce qui veut dire qu'on se retrouve quelque part en vase clos et qu'on se prive de culture, de sorties, qui sont quelque part comme essentielles pour vivre et être heureux. Justement, vous l'avez dit au début de l'émission, vous avez aussi traversé un moment un peu plus difficile. Ce serait peut-être intéressant de voir dans la troisième et dernière séquence de votre film, justement, où vous abordez et où on voit les questions que peuvent se poser des parents d'un enfant atteint d'un handicap. Été 2003, tu as 5 ans. Profitez une fois de plus des vacances pour te pousser, te tirer, te faire progresser. Mais à notre ambition, tu préfères les jeux de mots et tes rites. C'est ton emploi du temps favori. En tout cas, moi, je les ai pas mises là. Il y a la Russie. Peut-être que toi, tu les as mises là. Le Zimbabwe, on oublie toujours. T'es sûr? La Chine. Tout ça, c'est des pays. Il y a l'Australie. Alors, ils sont pas l'Afrique. Te faire accepter de marcher sur le sable est à lui seul un défi. Quelle est cette matière parfois dure, parfois molle, et dans laquelle on s'enfonce? Et je filme l'infinie patience de ta maman. Coucou mon loulou. Coucou mon loulou. Coucou, je suis là. Je me décourage. Je me sens à nouveau dépressif. Trop de doutes, d'épuisement. La peur de ne pas te voir progresser aussi. Sentiment d'injustice, de révolte. Je découvre qu'on ne fait jamais le deuil d'une blessure de l'âme. Il me faut apprendre à vivre avec elle et essayer de m'en nourrir pour grandir. Une fois encore, la tribu se serre les coudes. C'est ce qui nous fait tous tenir debout. De nombreux couples ne surmontent pas cette réalité. Est-ce que vous avez pu expérimenter cela ? Ça n'a pas toujours été facile entre nous, mais on s'en est sorti parce que la maman de Lou est quelqu'un d'un positivisme absolu. Mais effectivement, il faut savoir, si le taux de divorce dans la société est de 55%, on estime largement que le taux de divorce des familles avec handicap avoisine les 80 à 85%. Juste un exemple, les membres d'une association d'enfants polyhandicapés en Belgique, le taux de famille monoparentale est de 95%. Donc voilà, c'est une épreuve, pas besoin d'un enfant handicapé pour qu'aujourd'hui un couple ne tienne pas. Et certains parfois n'arrivent pas à surmonter non plus la réalité. On a vu des faits divers récents, on a vu des parents qui ont commis des actes irréparables quelque part et peut-être même parfois au nom de l'amour qu'ils avaient pour leur enfant. Ben oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on se retrouve en vase clos, on devient quelque part l'expert de son enfant. D'ailleurs, c'est un gros problème parce qu'il faut absolument que les professionnels aussi reconnaissent les compétences des parents par rapport à ça. Et donc, voilà, on se retrouve en vase clos, on n'a pas de solution et on devient le soignant, l'éducateur, le professeur, l'ami, on devient tout pour son enfant. Et quelque part, on rentre dans un système éventuellement de surprotection vis-à-vis de son enfant et on se dit, le jour où je ne serai plus là, qui aura-t-il ?
qu'y aura-t-il pour prendre donner le même amour, le même soin à mon enfant? Et c'est ce qui explique que parfois, des parents font ce choix qui est dramatique de se dire, si je dois partir, j'emmène avec moi mon enfant pour être sûr qu'il ne soit pas malheureux quand je ne serai plus là. Que peut-on faire justement pour éviter ce genre de situation dramatique? Il faudrait un plan Marshall autour du handicap. Il y a vraiment des grandes carences, faute de financement. Et c'est quelque part logique parce que, hélas, trop souvent, le politique ne réagit qu'à la rue et au lobbying. Et qui peut faire le lobbying du secteur du handicap? Les parents ou les personnes elles-mêmes. Or, elles sont déjà dévorées par le handicap lui-même. Donc, trouver encore cette énergie-là pour le faire. Et donc, il manque de moyens. Il faudrait beaucoup plus de services de répit, beaucoup plus de services d'accompagnement. Il manque cruellement de centres d'hébergement pour personnes handicapées. La Belgique a été condamnée en 2013 et rien ne bouge depuis. Parce que tout le problème institutionnel, on se renvoie la balle. Il manque des centaines et des centaines de places en institution pour des personnes handicapées aujourd'hui. Donc voilà, il y a un vrai problème par rapport à ça. Et il faudrait que le pouvoir politique comprenne que la personne handicapée est et doit être la pupille de la nation parce que personne ne choisit le handicap. Alors justement, quel type de société, si vous pouviez rêver d'une société, quel type de société pourriez-vous rêver où chacun est accepté dans sa différence? Mon Dieu, quelle question. Une société qui puisse justement répondre à ses peurs primales, je dirais. Et je pense que c'est justement emblématique par rapport au handicap. Je le résume en 4 phrases très simples. La déficience est le miroir de notre propre fragilité. De la même manière qu'on comprend un jour qu'on est mortel, on évacue ça de sa tête. Donc il faudra à un moment donné dépasser cette peur de cette déficience, de cette fragilité, parce que ça nous pend à tous au nez, ne serait-ce qu'avec le vieillissement, on risque un jour d'être handicapé. Eh bien, ça fait partie de la vie. Et donc, mettre tout en place pour aider ces personnes-là nous apaiserait à ce niveau-là. La deuxième chose, la différence, c'est le miroir de nos peurs face à l'altérité. Ce qui n'est pas comme nous est potentiellement contre nous. On vit encore avec notre cerveau reptilien à ce niveau-là. Et ça, c'est de nouveau emblématique. C'est le racisme, c'est ce genre de choses. Donc, éduquer les gens, les mettre en contact dans leurs différences les uns avec les autres, ça changerait aussi la société. Et la troisième chose, c'est l'incapacité. Et l'incapacité, c'est le reflet de nos valeurs. Je suis cinéaste, je donne une caméra à quelqu'un qui n'a jamais fait de film, je le jugerai incapable. Par contre, cette personne aura d'autres capacités. Et je suis convaincu que même la personne infime motrice cérébrale, autiste profonde, et j'en connais, j'ai vu des films parlant de ce sujet-là, ces gens peuvent nous apporter des choses, ont des richesses, ne serait-ce que dans leur contemplation qui nous permettrait peut-être de un petit peu baisser le niveau, notre rythme de vie. Merci Luc Bolland de nous avoir partagé votre vécu avec votre fils Lou. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Si vous souhaitez revoir cette émission, il vous est possible de le faire en allant sur notre site catobel.be. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce magazine, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.